Aujourd'hui, on va parler de Vivendi qui s'envole en bourse avec une éventuelle scission Canal+ et Havas. Alors c'est une news qui a surpris pas mal de monde. Si l'action Vivendi grimpait en bourse, le groupe étudie dans le même temps un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées. L'action du géant des médias et de l'édition Vivendi grimpait de plus de 11% à la bourse de Paris jeudi 14 décembre après l'annonce d'un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées. Le titre valait 10,02 euros, en progression de 11,69% vers 9h15 dans un marché qui montait de 1,45%. Vivendi a expliqué subir une décote du conglomérat très élevée, c'est-à-dire que la valorisation boursière actuelle du groupe serait inférieure à la somme des valeurs de ses filiales et participations dans différentes sociétés. Alors il arrive que des fois des conglomérats soient sous-cotés tout simplement parce qu'ils ont plusieurs activités annexes, mais il n'y a pas d'effet multiplicateur, il n'y a pas de verticalisation, donc c'est juste un groupe qui est plus sûr mais qui a une croissance plus lente parce que c'est difficile d'être un spécialiste par exemple, je sais pas, des produits surgelés et en même temps d'avoir des participations dans le secteur automobile et en même temps proposer quelque chose sur de la santé et en même temps autre chose. Des fois des gros groupes comme ça, des conglomérats sont sous-valorisés parce qu'on n'additionne pas tout simplement les différentes sociétés dans lesquelles ils ont des participations ou qu'ils possèdent, et parfois c'est le contraire, un conglomérat est surévalué par rapport à la somme de toutes ses participations parce que tout simplement on considère qu'il y a une verticalisation et il y a un effet multiplicateur. Si vous, par exemple, vous proposez des activités de sport et vous proposez aussi à côté du fitness et de la santé et que vous proposez derrière des compléments alimentaires et des médicaments, vous pouvez avoir une verticalisation tout simplement parce que tous ces domaines étant relativement proches et votre client cible étant un peu impacté par tous ces éléments, vous pouvez des fois proposer un abonnement dans une salle de sport et en même temps proposer une formule avec des compléments alimentaires en plus sur lequel vous faites des marges, plus des médicaments, peu importe, vous voyez un peu l'idée. On peut avoir des fois des verticalisations qui font que certains conglomérats ont une décote et d'autres sont surévalués. Le géant des médias de l'édition Vivendi étudie un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées, structurées notamment autour de Canal+, Havas et d'une société d'investissement incluant sa participation majoritaire dans le groupe Lagardère. Une annonce surprise qui intervient moins d'un mois après la prise de contrôle définitive sur Lagardère et a pour ambition de libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble des activités du groupe. C'est une très bonne chose si c'est réalisé et que c'est fait avec succès, parce que souvent, quand on a plusieurs entités, on n'arrive pas à libérer le plein potentiel. Comme je disais, certains se marchent sur les pieds, et on n'a pas des spécialistes dans chaque branche. Le fait de vraiment scinder et d'avoir une activité pleine qui peut monter et grimper, ça permet de libérer le potentiel et ça peut être quelque chose qui est une très bonne chose. Le directeur de Vivendi a proposé au conseil de surveillance ce que ce dernier a autorisé aujourd'hui, la possibilité d'étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotées en bourse, affirme Vivendi dans un communiqué sans plus de détails sur le calendrier. Mastodonte des médias, le groupe de Vincent Bolloré est notamment soutenu par le dynamisme de Canal+ et d'Havas qui ont affiché respectivement 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre et 686 millions d'euros, dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement. Canal+, dont le portefeuille dépasse les 25 millions d'abonnés dans près de 50 pays, a par exemple fait l'acquisition du distributeur de chaînes européenne M7, puis de l'opérateur européen SPI, et pris des participations stratégiques dans des entreprises telles que MultiChoice, VIU, opérateur hongkongais de streaming, ou encore Vivaplay, le Netflix scandinave. Canal+ se positionne favorablement pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle internationale. On a donc un groupe qui est énormissime, qui possède Canal+, qui lui-même a des participations dans d'autres sociétés. C'est donc la force de ce groupe-là, c'est d'être énormissime et d'être un peu partout, ce qui peut donner des revenus stables ou au moins une robustesse de la société. Par contre, bien souvent, quand on a des activités qui ne correspondent pas entre elles, on n'a pas une forte croissance et il faut faire attention parce que pas de croissance veut dire qu'on stabilise, voire un léger déclin, et sur le très long terme, ça peut être mauvais. Il n'empêche que pour l'instant, Vivendi a l'air de savoir ce qu'il fait. Maintenant, il faut voir si ça mènera à bien. Si on regarde un autre article sur Les Échos, 13 à 15 euros par action selon Odo BHF. Ce projet de scission donnerait à l'ensemble des activités les moyens humains et l'agilité financière nécessaires à leur développement, estime Vivendi dans son communiqué. Canal+, comme Havas ou Lagardère. Connaissant aujourd'hui un fort dynamisme dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement, en toile de fond aussi la volonté de faire remonter du cash aux actionnaires dont Vivendi et le groupe Bolloré. Pour les analystes d'Invest Securities, la nouvelle est positive. Décidément, Vincent Bolloré ne cessera de surprendre, le projet présenté étant à l'opposé des rumeurs de simplification de la galaxie de structure du groupe, analyse le bureau de recherche avant l'ouverture des marchés.
Il est en revanche clair que l'opération permettrait de cristalliser la valeur de C++ et d'Avas, un peu à l'instar du UMG. Le projet à venir sera à préciser et il est en revanche probable que la troisième entité sera bien moins valorisée, mais la somme de tout devrait avoir un impact significatif sur la valorisation. Alors, on a ici Odo qui nous dit que la valorisation serait comprise entre 13 et 15 euros, que le cours de clôture à 8,95 et de l'ordre de 48% de plus. Donc on arrive aux 13 et 15 euros. 13 et 15 euros, pour ma part, je ne suis pas trop de cet avis. Si on regarde ici sur TradingView, on arrive et on voit que Vivendi, depuis un petit moment, virevolte. Alors comme on disait, souvent les groupes énormissimes, stables, une galaxie énorme, forcément il n'y a pas beaucoup de croissance, mais souvent c'est pas le but recherché, c'est d'avoir un conglomérat énormissime et plutôt sécurisé. Ce qui fait que même si vous avez un business qui s'effondre et un deuxième, vous coupez un bras, vous coupez une main, mais de l'autre côté, l'entité survit parce qu'elle a tellement de business tellement de participation dans tellement d'univers différents que le groupe survit. Il n'empêche que ça ne marche pas très fort au niveau de la croissance, à voir s'il y aura un dividende ou des free cash flow en augmentation, mais dans tous les cas, pour l'instant, bon, sur le long terme, c'est pas génial. Quand on regarde le revenu total, le chiffre d'affaires, il augmente progressivement et on a une chute, puis une remontée, puis une chute. À voir si à chaque fois, est-ce qu'on a un chiffre d'affaires qu'on veut en augmentation et qu'on revend des sociétés, ce qui fait baisser mécaniquement le chiffre d'affaires, mais si on a revendu une part de la filiale, une filiale plus chère que ce qu'on l'avait acquise, forcément, c'est une bonne chose. Alors, à voir comment le groupe se comporte. Pour ça, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call et voir la stratégie du management. Mais globalement, là, ça me fait un peu peur. Mais si, seulement si, c'est une stratégie de on fait une acquisition, on optimise tout ça, le chiffre d'affaires monte et on revend quand on est bien haut, ou quand on a trouvé un acheteur qui peut nous le racheter par exemple 2 fois le prix. Forcément le chiffre d'affaires descend puisque si on a vendu une filiale, on a moins de chiffre d'affaires. On refait la même chose avec autre chose et on revend. Seulement dans ce cas-là, ça pourrait être valable, sinon pour moi déjà ça part mal. Le revenu net, il n'est pas en augmentation, il est relativement stable, voire même des années négatives et bon, un pic sûrement une session d'activité. La marge nette n'est pas géniale. Alors oui, on est dans le secteur des médias, donc on a rarement des marges nettes à 20, 30, 40%. On a eu ici du 15-20%, ce qui est très bien, et depuis on ne le retrouve pas. On descend à moins 1, enfin moins 3, on est à plus 1, on remonte à 11, on est à 0, on remonte. Donc on peut faire des marges à 10%, ce qui est pas mal, mais on voit bien que c'est en dents de scie, donc pareil, pas génial. Le nombre d'actions en circulation, on était en augmentation. Pas très bonne chose, c'est de la dilution, sauf si on le fait pour faire de l'acquisition, de la croissance externe, et un rachat massif d'actions, ce qui est plutôt une bonne chose. On a quand même racheté environ 30%, donc c'est pas mal du tout. Si on passe au screener 2, le rocher n'est pas trop mal. On était à 16-20%, exactement comme les meilleures années qu'on avait vues sur les screeners d'avant, donc ça c'était les belles années. Depuis, on est aux alentours de 12-13%, avec récemment plutôt vraiment moyen, on va dire le 3-4% maximum. On est entre moins 1 et plus 2, donc c'est vraiment pas génial. On a eu une année en 2020 à 10% et le reste on était 3-4%. Donc récemment, on n'est pas génial au niveau du rocher, c'est pas les meilleurs ratios que j'attends. Au niveau du free cash flow, ce n'est pas une énorme nouvelle non plus, puisqu'on a des croissances, on voit bien qu'on est sur du cyclique, mais globalement, on est quand même plutôt baissier. On était à 4,7 milliards et aujourd'hui, on est à 800 millions. On a un pic à 1,4 milliard, mais c'est vraiment pas génial. Moi, j'aimerais avoir une croissance du free cash flow ou au moins un maintien si on est dans un secteur mature et une société mature. Donc pour moi, mauvais point. Au niveau du price to free cash flow, alors on va zoomer puisqu'il y a eu un petit bug. Si on zoome ici, effectivement, on était ici, comme il disait, on était un peu sous-valorisé, on était à un price to free cash flow de 7, ce qui fait que si vous croyez en la société, un price to free cash flow de 7, c'est pas mal du tout, puisque en 7 ans, vous retrouvez, en 7 exercices fiscaux, vous retrouvez votre argent. À voir aussi, puisque comme les free cash flows sont en dents de scie, vous auriez peut-être pu vous auriez peut-être eu un énorme pic, et ce qui fait que vous l'aurez récupéré en 3 ans, ou vous auriez pu avoir un énorme creux, ce qui fait que vous l'aurez récupéré en 14, 15, 20 ans. Quoi qu'il en soit, on est bien remonté avec le prix et on arrive à un price to free cash flow de 22, ce qui pour moi est énorme puisque 22 ans, dans le meilleur des cas, si pas d'oscillation, si pas de perte, pas de soucis, tout ça, ça me paraît un peu optimiste, surtout quand on voit que derrière ça ne monte pas des masses et qu'on a vu le chiffre d'affaires tout à l'heure qui n'est pas non plus en constante hausse. Donc attention, pour moi, un peu cher. Je n'ai pas lu les rapports financiers, je n'ai pas écouté les conférences call, mais comme ça, à première vue, ce n'est pas génial. Le PER, si on regarde le PER, on a un PER négatif, donc déjà pas très bien, mais surtout, les autres années, on a un PER de 7, on était relativement constant, on a eu des pics, donc là, une dégradation du PER, à savoir si c'est une bonne chose ou pas, à savoir si le marché a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu.
Au niveau de la dette, c'est la bonne nouvelle, la dette se réduit et se maintient, donc on ne dépense pas inutilement de l'argent. Le problème étant que comme on ne fait pas de croissance, ça résout le problème, mais la dette a l'air relativement maîtrisée. Par contre, au niveau des capitaux propres, c'est vraiment moyen aussi. On oscille, on a des hausses, des baisses, alors à voir si effectivement, comme on le disait, on rachète des concurrents, on les fait monter, ensuite on les revend, on empoche beaucoup d'argent, et puis on refait la même chose, etc. Mais comme le groupe n'a pas l'air d'avoir des liquidités, beaucoup de liquidités, et de ne pas réinvestir derrière, je ne comprends pas trop le principe du business. À voir, je vais regarder les conférences calls, enfin j'écouterai les conférences calls et je lirai les rapports financiers, mais en attendant, c'est un peu obscur pour moi. Et on a enfin la capitalisation boursière qui a pris un sacré coup et qui est aujourd'hui bien plus bas qu'avant. Sans avoir ce genre de screener, vous auriez pu voir si je me mets ici et que je me mets sur zone bourse. En regardant vite fait, vous auriez pu voir ici que, alors si on se met ici, la capitalisation donc est diminuée, mais ça on s'en fiche puisque le marché des fois ne voit pas certaines choses. On a un PER de 20, de 0,5, de moins 9, de 18. Si on remonte sur les autres années, on voit bien que le PER oscille quand même vraiment beaucoup, ce qui fait que la valeur n'est pas forcément très stable. Enfin, le marché ne l'aperçoit pas comme une valeur très stable. Ou alors, le bénéfice qui rentre est vraiment en très forte oscillation, ce qui fait que ça fait bouger le PER. Et si vous regardiez un petit peu, alors on va descendre un peu, si vous regardiez ici le résultat, on va même prendre le bénéfice net par action. Depuis 2018, on a un bénéfice par action de 10 centimes, 1,28, 1,26, 22, ce qui est énorme. Puis on redescend à moins 1. Puis ici, pour l'année en cours, on estime à 0,54. On voit donc que déjà, les bénéfices par action sont très oscillants. Quand on passe de 22 à moins 1 et que quelques années plus tôt on était à 26 et encore un peu plus tôt on était à 10 centimes, pour moi déjà ça oscille, ce qui veut dire que ou vous faites pleinement confiance à la stratégie du groupe qui fait peut-être de l'achat-revente et du coup vous croyez vraiment que ça vaut le coup de passer 2-3 années à ce stade-là pour avoir 22 € d'un coup, mais moi ce qui m'embête beaucoup c'est surtout qu'on a un dividende par action de 50 centimes alors qu'on a un bénéfice net par action de 10 centimes. Ce qui veut dire que là, en théorie, la société ou s'endette ou puise dans sa trésorerie ou aurait dilué l'actionnaire pour trouver du cash pour donner 50 centimes alors qu'elle n'a gagné que 10. Oui, l'année d'après, elle gagne 1,28 et elle ne donne que 60 centimes, effectivement, donc là, on a un ratio de 50%, mais derrière, on a quand même 10 centimes de gain pour 50 centimes dépensés. Et on dépense 50, 60, 60, 60. Ce qui fait que si on occulte juste l'année de 22, alors les gens pourront dire que c'était déjà prévu, c'était intégré dans les cours, c'est pour ça que ça maintenait. Mais ça, c'est une bonne surprise. S'il n'y avait pas eu ça, on avait quand même du 10%, 1,28 et 1,26 et on payait quand même 60, 60, 1,20€, 1,70€ de dividendes pour allez, 2,50 gagnés au cours des 3 années, ce qui n'est pas énorme du tout. Donc, à voir déjà ici, vous auriez pu vous rendre compte que c'était pas génialissime. Mais en plus, si derrière vous voyez l'évolution du compte de résultat, c'était pas génial non plus, c'est en dents de scie. Et si vous regardez le chiffre d'affaires, si vous remontez un petit peu, hop, rien que là, vous auriez pu voir qu'on était à 7,3, 7,5, 8, très bien, une augmentation. 3, 4, 8, 2,5, 5,1, 2,3, donc on voit bien aussi que le chiffre d'affaires est en oscillation. Donc, ou vous lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call et vous vous dites bon, j'ai bien pigé la stratégie, c'est normal que ce soit en dents de scie, c'est parce qu'ils ont une stratégie bien particulière que le marché n'a pas vu et que je n'avais pas vu au début. Ou alors vous vous éloignez de ce genre d'entreprise puisque derrière on voit bien que c'est en dents de scie, que c'est plutôt aléatoire, que le free cash flow n'augmente pas sur une longue période de temps. Donc vous fuyez ce genre d'entreprise. Je n'ai pas lu les conférences call, enfin je n'ai pas écouté les conférences call, je n'ai pas lu les rapports financiers, donc pour l'instant je ne peux pas dire, mais à la première vue comme ça au niveau quantitatif, ce n'est pas génial. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé, j'espère vous avoir montré un petit peu les réflexions qu'il faut avoir. Ça ne vous empêche pas de devoir aller lire les rapports financiers et écouter les conférences call parce qu'il peut y avoir une stratégie qu'on n'a pas compris, ça peut toujours arriver, mais globalement ça vous aide à un peu aiguiser votre œil, à regarder ce qu'il faut vraiment observer, ce qui est déterminant ou non, et dans ce cas précis là, pour l'instant, ça n'a pas l'air génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.